Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison des Experts. Alors pendant 1 heure, nous allons passer l'actualité en revue. Nous allons parler de tunnels, de football, d'Alep, entre autres. Et pour analyser tout cela, nous avons 2 invités politiques et 4 experts. Alors on va commencer par le premier. Il dirige le bureau bruxellois de l'info de la RTBF. C'est un habitué de l'émission. Bonjour François Heureux. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Elle est passionnée, pensionnée, mais elle ne dételle pas comme journaliste sur le site Entre les lignes. Bonjour Gabriel Lefebvre. Bonjour, Il pense et s'exprime comme il dessine. Illustrateur plus connu à New York qu'à Bruxelles. C'est sa première. Bienvenue et bonjour Pascal Lemaître. Merci Jean-Jacques. Il en est aussi à sa première. Le blogueur impertinent de Bruxelles sûrement. Bienvenue et bonjour Khalil Zegouendi. Bonjour Jean-Jacques. Alors, une entreprise qui ferme, c'est toujours un drame. Cette semaine, c'était au tour du plus grand hôtel du pays, et il est à Bruxelles, le Sheraton. Fermeture des portes, c'était mercredi à midi. Reportage Jean-Christophe Pezès et Marjorie Fellinger. Le personnel est à son poste. Difficile d'imaginer à voir ces images que l'hôtel Sheraton fermera dans quelques heures. Les derniers clients ont d'ailleurs du mal à y croire. Comment est-ce possible? Ils ont des clients, ils ont de l'argent. Je ne savais pas que ça allait fermer. Vous ne comprenez pas. Je ne sais pas pourquoi cela va fermer. Il y a toujours du monde. On sent rien, on sent pas du tout en fait que l'hôtel va fermer. Rien n'a changé. Je suis un habitué, tous les mois je viens ici. J'ai appris ça hier soir. Et quel est votre sentiment? C'est un peu l'incompréhension? C'est un peu triste. Incompréhension, oui, mais je ne connais pas les raisons. C'était souvent occupé. La fermeture entraînera la perte de plus de 200 emplois. Et le sentiment qui domine chez les employés, c'est la tristesse et la colère. Quand on est devant le client, on est souriant, mais quand on est entre nous, on est triste, on a perdu tout. 26 ans. On ne peut rien dire. 26 ans de travail. On a des enfants, on a des crédits, il y a des gens qui ont des maisons, ils perdent tout. C'est dégueulasse. Quoi qu'il en soit, le personnel assurera le service jusqu'au bout. Et tout a été mis en œuvre pour que les clients de l'hôtel soient relogés ailleurs. Ils m'ont trouvé une chambre dans un hôtel du même standing dans le centre. Je vais aller là-bas. Je dois aller dans un autre hôtel, mais c'est juste à côté. Le personnel termine de manière très professionnelle. L'équipe est vraiment serviable. Avec cette faillite, une page de l'histoire hôtelière bruxelloise va se tourner. Il n'en restera plus qu'une photo souvenir. Alors, François Heureux, une photo souvenir avec ce Sheraton qui ferme, ça a frappé tout le monde cette semaine. On le voit dans la réaction des premiers concernés, quasiment, c'est les clients et ceux qui travaillent dans l'hôtel. On voit qu'ils sont tous surpris. Que s'est-il passé pour que cet hôtel, qui est quand même un grand nom d'hôtellerie à Bruxelles, puisse comme ça ne plus avoir, si mes souvenirs sont bons, que quelques dizaines de milliers d'euros en caisse et n'être même plus capable de payer le salaire de son personnel pour le mois de décembre. C'est vrai que c'est incroyable. Alors, sur les causes, on a beaucoup glosé sur le fait qu'il était sans doute peut-être pas très bien géré, qu'il n'était peut-être plus à la hauteur du standing qu'on attendait de ce genre d'hôtel. On a parlé aussi du piétonnier. Moi là j'avoue que je suis un peu sceptique. Le piétonnier a toujours bon dos quand il s'agit d'expliquer des échecs commerciaux ou des échecs économiques. On a beaucoup moins parlé des travaux de la place Rogier. Moi je ne suis pas assez vieux pour avoir connu la place Rogier qui n'était pas en travaux. Honnêtement, non, mais c'est assez incroyable. Vraiment, je n'ai jamais vu cette place avant les oui, je n'ai jamais vu cette place sans travaux. On a d'ailleurs vu encore quelques barrières bleues et jaunes dans les images de reportage. À mon avis, il ne faut pas sous-estimer l'impact aussi de cette place qui est en friche depuis tellement d'années et qui aurait dû être finie il y a 3 ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, moi je pense qu'on n'a pas assez souligné l'impact de ces travaux Place Rogier sur... Peut-être, c'est une des causes, ce ne sont pas la cause, mais sur la faillite du Sheraton. Gabriel Lefebvre. Eh bien, moi, j'ai été me promener un petit peu sur le site. C'est très intéressant, les sites Internet. Et j'ai découvert que Sheraton faisait partie d'une immense chaîne de Starwood, Marriott, avec le Ritz-Carlton, etc. Tous des noms qu'on connaît très très bien. En fait, il y a 11 enseignes réunies, ce qui représente 5700 hôtels dans plus de 100 pays. C'est donc une multinationale. Alors, il ne faut pas me raconter qu'il y avait eu un petit problème de mauvaise gestion, etc. Moi, j'y crois pas. Alors, c'est quoi ? Je n'en sais rien.
Mais je trouve qu'ils ont les moyens, ils ont les moyens financiers, ils ont la puissance derrière eux. Donc je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais peut-être que l'échevin va nous dire un peu plus parce qu'il doit les connaître. Et alors dans le site, c'était très amusant parce que je suis tombé sur la charte de citoyenneté mondiale. Ils appellent ça citoyenneté mondiale, dans laquelle il y a les standards écologiques. Pour un hôtel qui a de l'amiante, c'est un petit peu gênant. Et sociaux, pour un hôtel qui licencie, ou une chaîne qui licencie là 200 personnes. Mais il semblerait qu'une grande partie soit déjà reclassée. Donc, je pense qu'on est là devant autre chose qu'un hôtel qui fait faillite. Il y a une stratégie de multinationale. Et effectivement, dire le terrorisme ou le piétonnier ou les travaux, ils ont ça à bon goût, je trouve. Pascal Lemaître. Je trouve le témoignage du monsieur qui est un travailleur, on va dire, très touchant. Et je reprends l'expression de ma mère c'est tout dit les petits qu'on spotche. Et je pense c'est pas une bruxelloise. Vous voulez que je le traduise? Non, elle n'est pas bruxelloise, mais Charleroi. Et donc, évidemment, je pense que les réseaux Sheraton, Caterpillar, je pense à tous ces gens qui sont jetés comme des Kleenex pour des raisons de gros sous. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai pas de grands commentaires à faire, si ce n'est de compatir à cette souffrance. Khalil Zegouendi. Moi, je pense qu'il y a aussi le problème des travaux, mais sous un autre angle, c'est-à-dire le problème des parkings sur place. On ne trouve pas de parking dans les alentours, à la gare du Nord. Vraiment, c'est une zone sans parking, sans placement de stationnement. Et puis, il y a aussi l'absence de toute vision touristique de la part des pouvoirs publics, aussi bien régionaux que de la commune de Saint-Josse, qui n'accorde aucune attention à la promotion de son tourisme et de son rayonnement. Eh bien, on va demander l'avis des politiques qu'on a invités aujourd'hui. Alors, il y a Zoé Genot et Philippe Claus, et je les invite tous les deux à nous rejoindre. Alors, Zoé Genot est chef de groupe écolo au Parlement bruxellois, et elle est aussi de Saint-Josse, dans l'opposition à Saint-Josse, mais de Saint-Josse. Philippe Claus, il est chef de groupe PS au Parlement bruxellois, et il est échevin du tourisme à la ville de Bruxelles. Donc cet exemple de Sheraton, ça vous intéresse tous les deux, hein, même s'il est sur le territoire de Saint-Josse, Philippe Claus, ça touche le territoire de la ville de Bruxelles. Est-ce que vous avez une explication à cette fermeture ? D'abord, c'est une très mauvaise nouvelle. Il ne faut pas le nier, il faut penser aux 200 familles qui sont concernées, parce que c'est évidemment la première chose. J'ai été rencontrer les délégations syndicales sur place dès l'annonce. C'est évidemment un séisme pour ces gens qui ne s'y attendaient absolument pas. Je pense que c'est d'abord le fait d'une bagarre entre deux pouvoirs financiers, entre un propriétaire de l'immeuble et entre l'exploitant. Et malheureusement, ces personnes, ça se fait sur le dos des travailleurs et sur le dos de la destination Bruxelles aussi. Alors il faut reconnaître qu'on a déjà réussi, en mobilisant l'association hôtelière, à essayer de recaser un maximum de gens. Il n'empêche, Bruxelles a besoin d'un hôtel tel que le Sheraton à cet endroit-là, avec autant de chambres. Et donc ce que je regrette, c'est que de nouveau, c'est une logique purement financière, même pas de rentabilité, parce qu'à mon avis, cet hôtel était rentable, mais purement de spéculative, qui fait que cet hôtel ferme aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment dommageable pour la destination. Zoé Genot. Mais on sent aussi vraiment une tension au niveau du secteur hôtelier, parce que la région a encouragé la création de pas mal d'hôtels, par exemple du côté de la gare du Midi et autres. Le secteur de Airbnb explose et la législation qui a été proposée est tellement stricte qu'en fait, dans les faits, elle n'est absolument pas appliquée. Et donc, de fait, il y a une certaine tension au niveau du secteur hôtelier, et ceux qui en pâtissent, ce sont les travailleurs. Et nous, un de nos grands regrets, ça a toujours été à Saint-Josse, c'est qu'on ne puisse pas avoir un partenariat entre la mission locale et cet hôtel, parce qu'il y aurait eu la possibilité que des tenaudois travaillent dans cet hôtel, et ça n'a pas été fait. Et sur la remarque de Khalil Zegouendi de dire qu'il n'y a pas de vision touristique de la part de la commune de Saint-Josse. Non, à Saint-Josse, il faut savoir, c'est que les hôtels et les bureaux sont un peu les deux vaches à lait de la commune qui font que Saint-Josse est en fait une commune où les habitants sont très pauvres, mais la commune est très riche grâce aux taxes de ces hôtels. Mais il n'y a aucune réflexion sur quel type de touriste pourrait avoir envie de venir à Saint-Josse, parce que c'est vrai que Saint-Josse est une commune très particulière et qui pourrait attirer toute une série de gens. Alors Philippe Claus, cette place Rogier en travaux, c'est un problème pour Bruxelles aussi. D'abord, juste sur la réflexion touristique, moi, même si j'étais un des présidents fondateurs de Visite Bruxelles, je pense que c'est une bonne chose que ce soit devenu une agence régionale. Parce que
Et c'est un échevin de la ville de Bruxelles. Et on sait que parfois la ville a un côté vouloir un peu absorber. Tu as donné cette image. On va garder cette image-là en lettres d'or. Voilà. Non, mais je pense, je l'ai voulu moi-même, cette réforme dans l'État. Je l'ai dit à l'époque dans la presse. Parce que je pense que nous ne devons pas avoir 19 stratégies touristiques, mais une seule de destination. Les touristes n'en ont que faire de notre morcellement. Et donc je crois que le fait d'avoir réussi au niveau de la région bruxelloise à intégrer vraiment dans une agence la stratégie touristique, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, je crois que ce soit Saint-Josse, que ce soit la ville de Bruxelles, que ce soit les 17 autres communes, on s'intègre dans la stratégie de visite Bruxelles, c'est une bonne chose. Et par ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est ce qu'on a malheureusement vu dans cette année très très noire qu'est 2016 pour le secteur touristique. C'est que tout le monde a bien pris conscience qu'aujourd'hui, le tourisme, c'était l'ADN économique de Bruxelles. Que derrière ça, il y avait des milliers d'emplois dont on pouvait bénéficier et beaucoup d'emplois qui n'étaient pas délocalisables. Et c'est cela qu'on doit mettre en avant et continuer à investir dans ces politiques-là. Et vous ne répondez pas sur l'aspect des travaux, de la mobilité, le problème de la place Roger, alors, qui est quand même je vais être très franc. C'est un débat extrêmement large sur les travaux. Il y a deux aspects importants. Un, Bruxelles est en pleine mutation. Pourquoi Bruxelles est en pleine mutation? Parce qu'elle a enfin été justement financée par la 6e réforme de l'État. Pendant des années, Bruxelles a dû vivoter, faire comme il pouvait, en étant cette capitale mal aimée du pays, dans lequel on n'investissait pas assez. Et donc c'est vrai, il faut le dire aux gens, on va partir pour 10 ans de travaux à Bruxelles de façon importante pour embellir la ville, pour les habitants, des travaux d'équipement, mais aussi pour les usagers. À côté de ça, le pouvoir public, il y a un gros problème. Nous mettons trop de temps à réaliser les choses. Nous mettons trop de temps. Nous avons aujourd'hui des contraintes, et loin de moi de dire qu'il faut remettre en cause les lois sur les marchés publics, mais quand vous voyez dans un autre sujet que la place Rogier, moi je suis président du conseil stratégique de Bordet. Bordet, c'est un des fleurons en Belgique, l'Institut Bordet qui soigne le cancer. Nous avons eu un chantier bloqué 8 mois parce qu'il y avait un recours entre des fournisseurs. C'était pas de savoir si c'était le bon qu'on a désigné ou pas. Il y en a un qui a mis un recours, chantier à l'arrêt pendant 8 mois. Ça ne va pas. On doit pouvoir, à un moment donné, faire passer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. L'avantage, c'est que vous êtes dans le pouvoir législatif, tous les deux. Vous pouvez changer les lois, hein, Zoé Genot, vous pouvez changer ça. Hein. Quand vous voyez, par exemple, les travaux à Rogier, les lois ont bien fonctionné, les attributions ont été faites. Je pense qu'il y a aussi vraiment un moment à investir dans la maîtrise d'ouvrage. Et on l'a vu. Oui, là, il y a eu des problèmes sur la construction. Il y a vraiment eu des problèmes dans la maîtrise d'ouvrage. On a changé les plans, etc. Et on a le même phénomène. Là, on parle de la place Roger que tout le monde connaît, mais juste derrière les rails, on a la place Saint-Lazare à Saint-Josse, qui est vraiment une honte totale. On a l'impression d'être en zone de guerre. Et bien là, on a inauguré les travaux en 2012. Depuis qu'on a inauguré les travaux, plus rien n'a bougé et les habitants vivent au milieu des rats. Je crois que Pascal Smet, qui nous regarde peut-être, il est en période de rétablissement, va pas être content parce que maintenant on va parler de mobilité. Bon, une bonne nouvelle quand même, c'était la réouverture de ce tunnel Montgomery, c'était mardi matin, reportage de Marie Bergvens et Benoît Ferrier. Réouverture du tunnel Montgomery, accessible depuis 5 heures ce matin, les voitures s'y engouffrent, un soulagement pour de nombreux automobilistes. Ça fait plus d'1 an que je ne suis plus passé par ici. Et très bonne nouvelle parce que ça circule, donc on est vraiment content. Quand je dois emmener mes enfants à l'école ici à Saint-Michel, c'est terrible. On doit partir une demi-heure plus tôt que d'habitude à cause des travaux du tunnel. Maintenant, on peut de nouveau dormir une demi-heure de plus. C'est une bonne nouvelle, oui. Ça prend un peu moins de temps parce que normalement, il y a beaucoup d'embouteillages. On voit une différence. Franchement, il est propre, il est net. C'était une bonne chose. Pas d'embarras de circulation à déplorer ce matin. Les véhicules circulent aisément. Il n'y a pas encore assez de recul pour parler à long terme, mais l'on peut déjà dresser un premier constat. C'est clair que comme il y a 60 000 véhicules qui passent normalement par jour dans ce tunnel dans les deux sens de circulation, ça a un impact. On voit qu'en surface c'est beaucoup plus dégagé et on avait calculé que le chantier ici au niveau de Montgomery provoquait quand même des retards d'environ 10 minutes pour quelqu'un qui vient depuis Rayers et qui veut aller jusqu'au centre-ville via le Cinquantenaire. Un seul point noir à cette rénovation, le pont Dietrich qui est toujours en travaux. Il devrait être à nouveau accessible dans quelques semaines. D'ici fin 2016, on aura terminé. C'est vraiment maintenant les finalisations, l'asphaltage, la remise en ordre de la voirie au niveau du passage sur le pont Dietrich. Il y a aussi encore des petites interventions qui devront être effectuées au niveau du parc. Donc on avait rasé pour pouvoir accéder et refaire la toile de toiture du tunnel. Mais donc ça, on pourra refaire le parc à l'identique début 2017.
Les automobilistes ne sont pas près de voir le bout du tunnel. Des fermetures ponctuelles sont toujours possibles pour des entretiens de nuit ou en cas d'incident. Au premier semestre 2017, ce sera au tour du tunnel de la Porte de Halle de subir des travaux de rénovation. François Heureux, alors cette réouverture du tunnel Montgomery, je ne sais pas si vous y avez cru, mais finalement c'est arrivé. Ah si, quand même. Optimiste, oui, n'exagérons rien. Non, ce qui est remarquable, disons-le quand même, contrairement aux travaux de la place Roger, c'est qu'il a rouvert à la date prévue. Donc ça, c'est déjà effectivement en soi une information. Ce qui est assez éloquent, c'est que la réouverture d'un tunnel à Bruxelles, ça fait tout de suite les gros titres. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'était la fermeture avait fait les gros titres. La fermeture avait fait aussi les gros titres, mais la réouverture d'un tunnel, ça fait les gros titres. Donc c'est assez éloquent sur la place que peut encore avoir la voiture aujourd'hui dans cette ville. Quand on inaugure une nouvelle piste cyclable, ça fait moins un gros titre. Voilà. Le piétonnier aussi, c'est vrai. Mais le piétonnier, ça fait les gros titres parce que les voitures ne peuvent plus passer dedans. Oui. Bon, bref. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est pas fini. C'est pas parce que le tunnel Montgomery a rouvert que tout d'un coup on va pouvoir rouler très bien en voiture dans Bruxelles. Il se fait que moi ce matin-là j'avais besoin de ma voiture, je ne la prends pas toujours parce que vous savez comment c'est compliqué dans Bruxelles, mais ce matin-là, un peu plus loin à Mézères, c'était le bouchon permanent, c'était incroyable. Donc, on a peut-être reporté une autre nuisance un peu plus loin, mais je ne pense pas que la rouverture de ce tunnel Montgomery va résoudre tous les problèmes de mobilité de Bruxelles, surtout qu'en plus on va bientôt fermer le tunnel Port de Halle et puis celui de Léopold II. Enfin bon, bref, il y en a encore d'autres qui arrivent, donc c'est loin d'être fini. Khalid Segundi ? Oui, moi je rebondis sur ce qu'a dit M. Claus tout à l'heure par rapport, je dirais, au temps que cela prend pour réaliser un certain nombre de choses et de travaux nécessaires d'ailleurs de rénovation. Pour une plaque de 15 mètres qui s'est déplacée de 8 cm, ça prend 2 ans. Excusez-moi, mais bon, je trouve que c'est quand même... Bon, on en a profité peut-être pour mettre un peu quelques... Oui, quand même, on a fait d'autres réflexions. Mais il fallait quand même parler au plus pressé et voir... Bon, bref. Et puis, comme l'a souligné François tout à l'heure, le pire est à venir avec le tunnel Léopold II. Et le tunnel Port de Halle. Ouais. Alors, le pire. Philippe Claus. Dans un chaos, mais je pense que ce qui va se passer quand même, et ce qu'a dit M. Leroux est important, le choix qui est fait quand même à Bruxelles est de passer d'une ville dite d'usage à une ville habitable. Donc si on a décidé d'investir dans les 10 ans 5 milliards en tout dans la mobilité, non plus d'1,5 milliard dans le métro, dont des centaines de millions dans le tram, dans le bus, et on peut discuter différents modes, c'est quand même que Bruxelles, en fait, on nous avait légué dans les années 60 une ville d'usage. En fait, on venait de consommer la ville. Aujourd'hui, on est en train de construire depuis 20 ans avec cette région une ville où on vit. C'est ça aussi le changement. Alors oui, ça prend du temps, mais on est plus près. On a vu combien ces tunnels. Je pense que malheureusement, le révélateur des tunnels, c'est que quand on construit une infrastructure routière, en fait, elle a des coûts en permanence, quoi. Et donc, ce que nous voulons, c'est de faire du durable par rapport à cela, d'où le grand plan qui est entramé avec la Société de transport en commun pour désengorger Bruxelles. Alors, Zoé Genot, vous auriez préféré qu'on détruise les tunnels, ça aurait peut-être été plus simple. Non, en tout cas, au niveau de la commission, l'ensemble du Parlement, quand on a fait une commission tunnel, s'est mis d'accord en disant, en tout cas, on ne va plus continuer comme avant, on va réfléchir. Quel tunnel on doit entretenir ? Quels tunnels peuvent être fermés, et on va essayer d'avoir une vision globale. Et puis là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Parce que d'un côté, on a Pascal Smet qui dit « dans 15 ans, on n'aura plus besoin de tunnels », et d'un autre côté, on s'endette pour 25 ans pour permettre aux gens de Flandre de venir plus facilement à Bruxelles grâce à des autoroutes qui amènent au cœur de la ville. Et donc là, c'est problématique, et ça se révèle très clairement dans les choix budgétaires. Donc quand vous examinez les comptes 2016, là justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a réduit l'enveloppe qui devait augmenter la vitesse des bus, des trams, etc. Et on a augmenté l'enveloppe des tunnels. Et donc là, on a un vrai problème, parce que c'est la première année où la vitesse commerciale des bus et des trams diminue. Et on ne peut pas demander aux Bruxellois de faire des efforts, de prendre les transports en commun, et en même temps leur dire « ça mettra chaque jour plus de temps quand vous serez dans votre bus et dans votre tram ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, je comprends, je ne dans l'opposition, mais quand même, reconnaissons... Dans les chiffres, vous prenez un ajusté, vous ne prenez pas un budget global. On n'aura jamais autant investi dans le transport en commun que cette législature-ci. Jamais. Par contre, il reste un vrai problème. Et là, Zoé Genot a raison, comment traite-t-on les nafteurs ? Aujourd'hui, 230 000 personnes rentrent dans Bruxelles seules dans leur voiture.
Si nous n'avançons pas sur le RER, et il y avait un plan qui avançait bien, il y avait même des propositions intéressantes, je tiens à le dire, d'écolos, sur la façon dont on peut utiliser le train dans la ville. Mais il y a une nouvelle gare. Hein. Il y a une nouvelle gare. Et donc, à un moment donné, ce que nous avons besoin à Bruxelles, c'est de nous mobiliser entre Bruxellois, majorité et opposition là-dessus. Parce que c'est un débat, nous serons un jour dans une majorité, un jour dans l'opposition, nous devons nous mettre d'accord sur un plan long terme. Par contre, reconnaissons qu'on a aujourd'hui un pouvoir fédéral qui nous a abandonnés sur le RER. Parce que si nous ne résolvons pas ce problème des nafteurs, en fait, nous allons pénaliser les habitants. Il y a quand même de l'argent de Belliris qui arrive pour... Belliris, c'est de l'argent un peu des Bruxellois, excusez-moi de le dire. J'ai vu la sortie de la NVA qui nous a évidemment courroucé. Cet argent, historiquement, n'est pas l'argent de la Flandre. Il faut arrêter. C'est de l'argent depuis toujours qui est consacré à Bruxelles, où c'est d'ailleurs Bruxelles qui a l'input de dire à quoi nous l'affectons. Et nous avons une collaboration avec le fédéral. Il ne faut pas se tromper non plus, mais c'est la tactique de la NVA, étouffer Bruxelles pour tuer son économie et tuer son modèle interculturel. Mais par contre, ne jouons pas au ping-pong en disant toujours c'est la faute des autres, si on ne peut pas, c'est parce que le fédéral, et je suis la première à m'énerver avec ce RER qui n'avance pas, et le fait qu'on ne puisse pas utiliser nos gares pour aller rapidement de Boisfort ou de Saint-Job au centre en quelques minutes en utilisant le train. Prenons aussi nos responsabilités. Si on désinvestit dans les transports de surface, et très vite, on pourrait faire des lignes, je dirais, express actuelles. Donc il suffit d'avoir des bus et des trams en site propre, de régler les feux des transports en commun pour qu'ils soient prioritaires. Ça a été fait dans une série de villes et ça a permis vraiment d'améliorer la situation. Si on pense que les nafteurs sont la difficulté, on pourrait aussi réfléchir à un péage sur l'extrême centre. On sait que l'extrême centre de Bruxelles est ultra accessible. On a 3 gares dans un mouchoir de poche. Eh bien, disons que les nafteurs qui veulent venir au centre, on leur met un péage. On peut le faire entre Bruxellois. Donc, dire seulement c'est la faute des autres et ne pas avancer chez nous, c'est un peu court. On ne va pas aller plus loin cette fois-ci. Donc, comme Pascal Smet nous regarde, comme je vous le disais, j'en suis... on en reparlera. Qui va mieux. Moi, je sais qu'il va mieux. Voilà. Je souhaite un prompt rétablissement. On en reparlera avec lui, j'espère, dès le mois de janvier. Autre sujet de la semaine, c'est cette prostitution qui est très présente, notamment dans 2 communes, à Saint-Josse et à Bruxelles, et les règlements s'y multiplient pour essayer de l'encadrer, voire la faire disparaître. Et ce n'est pas souvent avec succès. Reportage de Jennifer Istas et Anaïs Letiex. Les règlements qui encadrent la prostitution sont différents dans chaque commune. À Saint-Josse, la taxe pour une vitrine de carré de prostitution vient de passer de 950 € par an à 3 000 €. À Bruxelles, un règlement imposait jusqu'à vendredi dernier des sanctions administratives de 350 € pour les travailleurs du sexe et pour leurs clients. Le secteur de la prostitution tire la sonnette d'alarme. Quand on est un travailleur, on a besoin d'un peu de sécurité. C'est déjà pas un métier très très facile. Ce n'est pas comme aller au cinéma et s'amuser. C'est un métier qui n'est pas évident. Si en plus il y a ce stigmate, il y a cette discrimination, et si en plus il y a les bourgmestres qui se permettent, selon leurs caprices du moment, ah oui là on veut plus, là on veut bien, là c'est insupportable. Du côté des autorités, la gestion de ce secteur semble difficile. On ne cherche pas du tout à réguler le secteur. Nous, on veut simplement que les riverains puissent investir leur quartier sans être systématiquement dérangés par cette activité qui n'est pas du tout discrète. Et avec on pense que la configuration du quartier ne se prête pas à l'accueil de ce type d'activité. La Ligue des droits de l'homme craint que ce manque de réglementation ne mène à de dangereuses dérives. Il y a des gens qui travaillent en rue, qui sont pour certaines issues de milieux sociaux défavorisés, d'autres qui sont peut-être des victimes de traite des êtres humains, d'autres, au contraire, c'est un choix et qui souhaitent avoir une reconnaissance de la part des pouvoirs publics. Donc, c'est des problématiques extrêmement complexes qui sont réglées par la petite lorgnette des pouvoirs communaux via des sanctions administratives communales, et ce n'est pas adapté pour régler ce type de problème. Une réunion entre les autorités bruxelloises et les acteurs de terrain est prévue en janvier. Un rassemblement est prévu ce samedi à l'occasion de la Journée internationale contre la violence faite aux travailleurs du sexe. Alors Gabriel Lefebvre, on dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, c'est aussi le plus vieux problème du monde dans ces communes. D'abord, je ne considère pas ça comme un métier. Et entendre parler de travailleurs du sexe c'est presque un secteur syndical avec une protection syndicale et tout ça. Non, moi, c'est un problème de dignité humaine,
à 90%, c'est un problème de traite d'êtres humains. On le sait très très bien. Il suffit de voir le public, si j'ose dire, qui est affiché en vitrine. Ce ne sont pas des personnes qui ont choisi délibérément de devenir des prostituées. Donc c'est une hypocrisie totale de dire qu'on atteint un secteur de travailleurs. Si des personnes veulent travailler avec leur sexe, elles peuvent le faire comme indépendantes à la limite, mais on ne doit pas encourager en quoi que ce soit, et surtout pas les pouvoirs publics ne peuvent pas encourager ou tolérer plus longtemps une exploitation d'êtres humains, ce qui est fondamentalement différent. On doit faire un travail social, c'est absolument nécessaire, mais on doit quand même rétablir un minimum de dignité. Moi, je trouve que ce sont des principes fondamentaux. Et parler de caprice d'un bourgmestre, je trouve que franchement, c'est un petit peu... c'est absurde par rapport à la demande des habitants qui veulent quand même que leurs enfants puissent se promener dans des rues où ils ne risquent pas d'être harponnés par des voitures de voyeurs et autres. Donc je comprends parfaitement que des bourgmestres, même s'ils en tirent profit, parce que je vois la taxe communale à 3 000 €, c'est pas mal, mais je veux dire, c'est inacceptable et c'est contraire à la dignité humaine. Qu'Élisée Gondi ? Ouais, moi je suis pas d'accord du tout avec ce que vient de dire Gabriel. Je trouve que la prostitution à Saint-Josse est une réalité très ancienne. Quand les premiers immigrés ont commencé à venir, qu'ils soient musulmans, italiens, etc., ils ont cohabité avec cette prostitution. Ils continuent à cohabiter. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Ça fait partie de la mixité de Saint-Josse. Peut-être que les publics, que ce soit par rapport aux clients ou par rapport aux filles, ont changé. Mais cette question ne pose pas problème. Je trouve aussi que c'est du racket aussi par rapport aux filles que de leur demander de payer 5 000 € par an. Et puis pour terminer, je voudrais dire que on sent qu'il y a quand même un agenda qui est là et qui ne veut pas dire son nom par rapport à ce quartier. Et là, il faut tenir ça vraiment à l'œil pour ne pas que ce secteur-là soit victime de cet agenda et de cette visée. On a vécu ça à Saint-Josse dans les années 70 avec le Manhattan et tous les projets qui visaient donc à détruire ces quartiers-là. Aujourd'hui, il faut faire attention. C'est la même chose. Zoé Genoux, d'abord sur Saint-Josse, est-ce que c'est vraiment un quartier qu'il faut éradiquer ? Au contraire, c'est un quartier qu'il faut soutenir. Et donc, on parle beaucoup des problèmes liés à la prostitution, mais c'est vraiment un quartier sacrifié, que ce soit au niveau des cafés qui font du bruit jusqu'à 3 heures du matin et qui rendent la vie impossible aux habitants. C'est pour ça qu'on a proposé un règlement de fermeture, comme ça existe à la ville de Bruxelles ou à Scarbeck. Malheureusement, la majorité l'a refusé. Mais c'est aussi, et on a eu l'occasion de rencontrer le commissaire de la zone de police récemment, il y a le problème des travailleuses, mais aussi le problème du proxénétisme. Et là, pour moi, il y a un véritable problème à ce que des gens s'enrichissent sur les fesses des filles. Et on sait qui sont ces proxénètes et on voit que les enquêtes n'arrivent pas. Et donc, pour nous, c'était vraiment important de rencontrer le commissaire de la zone et de dire il faut mettre une priorité, justement, sur l'exploitation et la traite. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi des difficultés parce que la législation fédérale est maintenant tellement compliquée que la majorité des filles ne tombent pas sous la protection des règles en matière de traite. Et l'autre difficulté, c'est qu'on a beaucoup changé les règles à Saint-Josse. Il y avait un règlement prostitution qui était le même que celui de Scarbeck et qui prévoyait une personne par vitrine, parce qu'à Saint-Josse, ce sont des vitrines. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Kir a voulu faire un règlement très strict, sans discuter avec les personnes concernées. Son règlement a été cassé, du coup, le précédent était foutu en même temps. Et maintenant, on a un règlement qui permet tout. On peut avoir 10 filles dans la même vitrine qui se succèdent, etc. Et donc, on a complètement dérégulé le secteur. Et là, il y a une véritable tension dans le secteur. Et il y a aussi un jeu de ping-pong, donc des quartiers qui s'embourgeoisent, comme celui de la ville de Bruxelles, qui ont tendance à dire, ouf, que ces activités aillent se faire dans les quartiers populaires. Et ça ne va pas non plus. Très clair. Moi, je ne suis pas pour que ça parte dans les quartiers populaires. Je trouve ça inacceptable. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Qu'on ait encore aujourd'hui, je pense que vous ne connaissez pas le quartier Alhambra, il faut aller voir l'exploitation de ces filles. Les clients baveux qui passent dans leur voiture, sur des filles qui ne savent même pas dans quelle ville elles sont. Vous savez, on montre ici une travailleuse du sexe. Demandez-vous quand même, les médias, c'est toujours cette Sonia, là, que je ne connais pas. C'est toujours la même depuis 10 ans. Qu'on nous présente, parce que les autres ne témoignent pas, comme étant celle qui vit une prostitution heureuse, à la Guillaume Apollinaire. Ça n'est pas ça, hein. Dans les carrés. Je l'ai vu dans les médias la semaine passée. Moi, je veux défendre Émir Kir et Yvan Mayer là-dessus. Dans les carrés, on voit les propriétaires comme des gentils propriétaires qui, c'est honteux, on nous taxe. Ces types sont des proxos, hein. Faut dire ce qui est. Aujourd'hui, non, mais vraiment, je veux insister. Pourquoi ils ne sont pas en prison ? D'abord,
les proxénètes, il y en a beaucoup qui sont condamnés par les polices, c'est vrai. La prostitution, on dit toujours, c'est le plus vieux métier du monde, ça a existé. Le plus vieux métier du monde, c'était bourreau, ça ne nous a pas empêché d'interdire la peine de mort. Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie par rapport à cela, de dire qu'aujourd'hui, dans la capitale de l'Europe, on accepte cette misère sociale, plutôt que d'essayer de sortir ces filles, on se dit, on va ouvrir soit un bordel officiel, les Villa Tinto, comme on voit ailleurs, soit on va fermer les yeux. Mais parce qu'à un moment donné, les bourgmestres ne savent plus comment agir. Parce que moi, je veux les défendre, les bourgmestres. Ils veulent éradiquer, ça ne va pas dans nos quartiers. Moi, je le dis, ça ne va pas. On est aujourd'hui au XXIe siècle, les femmes ont des droits. Vous savez, on n'accepterait pas qu'on commercialise nos organes ou notre sang. Par contre, le corps de la femme, ça a toujours existé. Moi, c'est un discours que je ne peux plus comment entendre. Comment ça se fait que les bourgmestres sont si impuissants alors s'ils veulent éradiquer le phénomène, et ça fait des années qu'ils le disent. D'abord, je vais te reconnaître que même dans mon parti, ma position radicale par rapport à cela est minoritaire. Je le reconnais. Je crois qu'il y a beaucoup de pas de majorité pour obtenir. Pour l'instant, sur le point de la prostitution, par rapport, moi je pense que les législations qui existent en Suède sont extrêmement intéressantes parce que les premières personnes qui sont un vrai problème sont les clients, qui sont les complices de cela. Et aujourd'hui, le premier règlement qu'on a fait à la police de Bruxelles, c'était sur les clients. On a aussi malheureusement été cassé par rapport à cela. Aujourd'hui, il faut arrêter de l'angélisme. Il faut aller voir le quartier Alhambra, aller voir le quartier où ça se passe. Allez vous promener pour vous rendre compte de l'état d'abattage. C'est de cela qu'on parle, d'abattage de ces filles. Ce n'est pas une prostitution rose et de salon. Justement, Pascal Lemaitre, vous habitez J'habite dans le quartier Alhambra, oui. Donc où je dois préciser que là, les filles sont dans la rue. Oui, c'est pas dans des vitrines. C'est dans le froid. Ce sont des filles qui se font voler leur sac à main. Ce sont des filles en danger. Donc moi, quand la police passe, j'estime elle est là pour protéger. Il faut aider ces filles. Je pense, c'est vrai que c'est un problème complexe, puisque moi je suis dans ce quartier, donc je parle, j'en connais avec qui je parle. Alors, il m'est arrivé un événement qu'une fille essaie de m'attraper l'entrejambe. J'ai dit ça, on ne fait pas. Et donc, je vais discuter avec une dame qui est là depuis longtemps. Elle m'a dit, ce sont des filles qui font des tournants, qui viennent de Barcelone, qui arrivent chez nous. Et les anciennes doivent leur expliquer quelles sont les règles. On ne fait pas ça. Donc, c'est un drame humain incroyable. J'ai eu un moment, une femme qui a uriné dans mon hall. Et ce n'est pas un problème. Moi, je nettoie, c'est tout. Mais c'est que quelqu'un soit dehors et soit amené à faire ça, c'est terrible. Et donc, c'est très complexe. Et donc, effectivement, ce que monsieur amène, c'est la question, effectivement, est-ce que ce n'est pas un quartier où il faut indiquer que ce sont les clients on doit leur signaler que ça ne se fait pas, que c'est l'esclavage et qu'ils collaborent à cet esclavage. Et s'il n'y a plus de clients, il n'y aura plus de prostituées. Alors là, mais il faut aussi prendre en charge ces femmes qui n'ont pas d'autres boulots. Ça, c'est aussi très complexe. Autre chose, la dernière chose, c'est qu'heureusement, il y a le comité Alhambra qui est une action citoyenne et qui a commencé à mettre des bacs de fleurs et des choses comme ça pour essayer d'avoir quelque chose de convivial. Et on doit aussi avoir une stratégie pour vivre ensemble, ces femmes et nous qui sommes dans le quartier. Donc là, je compte effectivement de plus en plus sur l'action citoyenne des petites choses, notamment par rapport à la mobilité, le vélo et compagnie. Enfin, voilà. On va passer à un autre sujet. On va parler d'Alep. Alep bombardé, Alep Est bombardé, Alep Ouest libéré, entre guillemets. Que peut-on faire quand des civils se font massacrer? Dans le magazine M de mercredi, Benjamin Pelletier, qui représente l'association Action Syrie, se désolait du manque de mobilisation chez nous, en comparaison étrangement avec d'autres conflits. Écoutez-le. Mais c'est sûr que de toute façon, sur des conflits internationaux qui se passent loin de chez nous, on ne sait quasiment rien faire directement, sinon éventuellement donner un peu de l'argent pour que l'aide humanitaire arrive. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est montrer de l'intérêt, montrer son indignation, et faire ça, en fait, c'est déjà ça qui fait la principale différence. Quand il y a des bombardements sur Gaza, quand il y avait des bombardements sur l'Irak en 2003, on était des dizaines de milliers dans les rues, et ça fait une différence que là-dessus, nos politiciens sont conscientisés, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ont quand même un électorat à satisfaire. Et donc quand personne ne réagit, eh ben, il n'y a aussi aucune réaction au niveau politique. Et donc les deux s'alimentent. C'est-à-dire que si les politiciens ne réagissent pas, la société ne réagit pas, mais l'inverse est vrai aussi. Et donc il y a quand même, ne fût-ce qu'une attention à avoir, d'une part pour que ça bouge, mais aussi simplement par simple solidarité. Le principal message qui ressort de l'écoute des Syriens de Alep Est actuellement, quand on les suit sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le monde nous a abandonnés. Ce qu'ils voient, c'est que quand eux, ils décrivent ce qui leur arrive, quand eux, ils décrivent les morts qui jonchent le sol, ils sont confrontés à quoi sur Twitter, sur Facebook? À des dizaines de milliers de personnes qui viennent et qui leur répondent, qui mettent
mettre en doute leurs paroles, qui disent ce n'est pas vrai ce qui vous arrive, c'est faux, c'est un complot de l'Occident, etc. Et la première chose qu'on peut faire pour eux, c'est déjà montrer sa solidarité, montrer sa compassion, dire ce qui vous arrive, c'est pas normal et on se tient debout avec vous. Khalil Zegouendi, on les a abandonnés à Alep? Je pense que oui. Mais ça peut avoir quand même une explication par rapport à ce qui se passe au drame de Alep. D'abord, les gens ici sont abattus, ils se sentent impuissants par rapport au méga-drame et à la méga-dévastation qui se déroule sous nos yeux en direct, etc. Et puis, il y a aussi la complexité des enjeux et aussi la difficulté de repérer qui fait quoi, qui est qui par rapport à tout ça. La troisième chose, c'est par rapport aussi à ce qui nous a touchés il n'y a pas longtemps, le terrorisme, l'État islamique. Donc, finalement, beaucoup de gens disent, mais tant qu'à faire, laissons faire la Russie, l'Iran, etc., pour éradiquer justement la source de ce terrorisme qui nous touche, c'est-à-dire l'État islamique, et par la même occasion, Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda, etc. Et je pense que tous ces éléments-là jouent quand même pour que la mobilisation ne soit pas maximale aujourd'hui. Ça vous énerve pas, Zoé Genot, ce manque de mobilisation? Oui, j'ai souvent rencontré Benjamin dans les rassemblements, mais je pense que si les rassemblements ne fonctionnent pas, c'est parce que les solutions sont complexes. Juste dire « allez bombarder », qui va bombarder qui? On voit déjà que ça se fait et que les résultats sont désastreux. Et donc, autant on avait, je dirais, une vague d'enthousiasme terrible au moment du printemps arabe, quand on a vu ces premiers jeunes s'élever dans les rues en Syrie. J'en discutais avec mon voisin syrien qui observait les événements, ville après ville, etc., avec un espoir fou par rapport à la fin de Bachar el-Assad et l'installation d'une démocratie. Autant maintenant, les gens sont paralysés. Que faut-il faire? Est-ce que c'est une bonne chose que des chiites aillent libérer cette telle zone sunnite? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on... Mais on ne se posait pas ces questions-là quand on manifestait contre les bombardements à Gaza. Parce qu'on sait très clair, on sait que si on ne bombarde pas Gaza, c'est très bien et ça va... c'est comme si la complexité avait été inventée depuis la Syrie. Mais là, franchement, je ne sais pas si vous avez vu, moi, le premier bureau politique où un expert est venu nous expliquer la situation en Syrie, l'éclatement des communautés, la difficulté... directement, on est tous restés là en disant « Ah, oui, d'abord, on va avoir besoin d'une deuxième séance pour bien comprendre. » On n'est pas du tout dans la même situation. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est que même les petites choses qu'on peut faire, et qu'on pouvait faire dès le départ. Je vois par exemple, donc, quand les premières manifestations ont commencé à être réprimées dans le sang, sur les 13 étudiants qui avaient lancé le mouvement, 12 ont été très vite repris par le régime et ont disparu. Le 13e a demandé un visa à la Belgique. Eh bien, ça a été une aventure de 3 mois avec un passage par l'Égypte pour lui obtenir. Et on est là des années après, et ça continue, on continue. La Belgique refuse de répondre en donnant des visas aux personnes qui sont là à l'heure actuelle sous les bombes. Eh bien, ça, c'est vraiment inadmissible. Parce que c'est ce petit geste sur lequel on est tous d'accord que la Belgique peut le faire. La Belgique n'aide pas, mais d'abord, sur les manifestations, jeudi soir, à la Grand Place, vous avez éteint la Grand Place, Philippe Claus, et il n'y avait pas grand monde. Bah écoutez, le but n'est pas d'avoir du monde, c'est de diffuser. Vous savez souvent que la capitale de l'Europe, Bruxelles, c'est la capitale de 500 millions d'Européens, c'est le symbole qu'on veut donner. Et donc, c'est d'en parler. Je vais prendre un autre exemple sur le printemps arabe. Nous, avec le groupe socialiste, on a vite été soutenu la démocratie tunisienne quand elle était au plus mal après les attentats de Sousse. C'est aussi notre rôle de parlementaire d'aller sur place, de recevoir. Ma collègue Simone Susskind a reçu, notamment avec Isabelle Durand, aussi des gens qui se battent un peu partout. Et elle était aussi devant le Parlement européen comme parlementaire pour aller défendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on renvoie à notre population? Je veux quand même revenir là-dessus. On renvoie qu'une famille de 4 Syriens mérite qu'on bouscule la séparation des pouvoirs. Je veux évidemment parler de ce qui se passe avec Theo Franken, où en fait on flatte les plus bas instincts d'une certaine partie de notre population. Avec le groupe socialiste, je me suis rendu à Hambourg cette année. Hambourg, c'est une ville très prospère d'Allemagne, qui a 1 800 000 habitants, qui accueille 60 000 réfugiés, 3 fois plus qu'en Belgique. Mais aujourd'hui,
Le sens commun, c'est de dire que le réfugié, c'est un problème, que le réfugié, c'est compliqué et que la Belgique ne peut pas les accueillir. Et le discours dominant est de dire que ce n'est un problème. Ça n'est pas un problème. L'Europe a toujours accueilli les réfugiés du monde, a toujours accueilli les réfugiés dans ses murs, mais ce discours ne porte plus. Oui, mais la Belgique n'est pas le seul pays à refuser des réfugiés, c'est dans toute l'Europe. Oui, mais moi je suis parlementaire belge, moi je suis ici, je suis élu par des Belges, bruxellois, je suis là pour mettre les choses en perspective. Et ce qui se passe, et qu'est-ce que j'entends ? Ah, Franken, il ose. Hein. Ah, vraiment, il ose faire les choses. Mais c'est honteux le message qu'on passe. On passe non seulement qu'il ne respecte pas l'état de droit, comme si c'était une espèce de combat des luttes civiles, et qu'en plus, vous imaginez, en plein bombardement d'Alep, on refuse 4 visas parce que ça va créer l'appel d'air. L'appel d'air de quoi ? Mais je sais que demain, le fait que je m'exprime, comme Zoé l'a fait d'ailleurs, parce que là-dessus je pense qu'on est tout à fait d'accord, sur le fait qu'on veut défendre ces politiques-là, demain on va être inondé qu'on ait des gens qui ne se rendront pas compte, qu'on vit dans des quartiers qu'on va... On va vous traiter de bisounours. Évidemment. Alors qu'en fait, être bisounours, c'est croire que l'Europe peut être une île toute seule dans son coin. François Heureux. C'est vrai que pour embrayer là-dessus, il y a quand même un glissement de l'opinion publique auquel on assiste pour l'instant. Moi, je me souviens il y a quelques années, quand il s'agissait de sauver une famille, parce que c'est ça, des enfants, hein, quand on parlait d'enfants, il y avait toujours unanimité. C'est vrai, quand les enfants étaient en souffrance, étaient menacés, il y avait toujours unanimité. Les querelles politiciennes s'arrêtaient et on faisait ce qu'il fallait faire. Ici, manifestement, il y a une partie, parce que pourquoi est-ce que la NVA, pourquoi est-ce que d'autres partis font ça ? Parce qu'ils savent que ça va parler à une partie de l'opinion publique et à une partie de leur électorat. Sinon, ils ne le feraient pas. Hein, soyons très clairs là-dessus. Donc, il y a une partie de notre opinion publique, de nos concitoyens, qui pensent qu'effectivement, il vaut mieux laisser ces gens-là là-bas, plutôt que de les accueillir ici. Et là, je trouve qu'on a vraiment, en quelques années, ou peut-être même en quelques mois, passé une frontière qu'on n'avait pas franchie avant. Khalil Segundi ? Oui, moi, le drame qui se passe au-delà de celui de Alep et de la Syrie, c'est le drame aussi de l'Europe. L'Europe qui est impuissante, incapable de parler du même langue par rapport à sa politique étrangère. Nous avons vu ça avec le génocide au Rwanda, nous avons vu ça avec Srebrenica, nous avons vu ça avec l'Ukraine. Aujourd'hui, on le voit. Donc c'est vraiment un drame. Il va falloir vraiment ouvrir un débat par rapport aussi à cette impuissance européenne pour faire face à ce genre de problème. Je vous laisse 10 secondes, Gabriel Lefebvre. Vous vouliez dire quelque chose pour conclure. Je voudrais conclure en disant que de plus en plus des gouvernements se mettent hors la loi, bafouent le droit, à commencer par les grandes puissances, bien entendu, puisque le conflit se situe dans le cadre des grandes puissances. Il faut savoir que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine n'ont signé le statut de la Cour pénale internationale, justement pour ne pas être attaqués. Et maintenant, nos propres gouvernants tentent ce genre de choses-là, en disant non, le droit, je ne vais pas l'appliquer, la loi ne me concerne pas. C'est devenu une dérive, mais absolument scandaleuse, pour laquelle on devrait vraiment là manifester, vraiment là devant l'hôtel de ville, devant le palais de justice, etc. Parce que c'est le plus grand danger est celui-là. Et tout le reste provient de ça, de l'absence du respect du droit, notamment basé sur les valeurs universelles des droits de l'homme. Je voudrais quand même passer à notre sujet suivant. Je voudrais que vous regardiez ces quelques images. C'était cette semaine, c'était mercredi, je crois, et c'était un grand moment. Et voilà, ce grand moment, vous voyez, le grand sourire de Philippe Claus. Je ris parce que j'ai pas mes lunettes. Ah bon. C'est Zoé Genot, je dis j'ai pas mes lunettes. C'est le foot. Donc c'est l'Euro 2020. Hein. Donc, alors à défaut d'un stade, on a un logo. C'est déjà pas mal. Alors Philippe Claus, est-ce que ce stade verra le jour ? C'est vraiment ça la question de la semaine. Écoutez, je le pense, oui. En tout cas, on fait tout pour. On essaye vraiment. C'est un dossier complexe, évidemment. Je comprends qu'il donne beaucoup d'animosité, mais on met tout en place, en tout cas, pour qu'il y ait un stade et qu'on puisse accueillir cette grande compétition qu'est l'Euro 2020. Et vous, Zoé Genot, vous y croyez ? J'avoue qu'après avoir entendu M. Courtois, pour avoir un stade, il faut des grandes compétitions. Pour avoir des grandes compétitions, il faut un stade. Je me suis dit, ouh là là, on est vraiment mal parti.
Honnêtement, j'y crois très peu. Et je pense que s'il se fait ce stade, on va le payer à prix d'or. Parce qu'il faut savoir que quand les gens travaillent la nuit, le jour, etc., ça coûte une fortune. Donc, il y a vraiment un problème avec ce dossier. Donc, on ne sait pas très bien où placer ce stade. Ça chipote, manifestement. On n'est pas prêt. Deuxième chose, il y a une série d'opacités dans le dossier qui sont fatalement inquiétantes. Peut-être que tout se passe très bien. Mais quand, au Parlement, mes collègues Arno Pinksteren, Arno Verstraat essayent d'obtenir les documents que la région a signé par rapport au stade, on ne sait pas combien d'accords on a signés, on ne sait pas ce que contiennent ces accords, on ne sait pas à quoi ils nous engagent. Et alors là, fatalement, on ne peut que être extrêmement inquiet par rapport à l'ensemble de ce dossier. Parce que l'idée d'une grande fête populaire dans les rues de Bruxelles, tout le monde est pour, fatalement. Mais par contre, foncer en se cachant les yeux dans le noir et dans le brouillard, là il y a un problème. Alors, et au nom du foot, on ne peut pas tout. Est-ce qu'on fonce dans le brouillard, Philippe Claus? Mais non, mais on a un dossier complexe. C'est vrai que dans beaucoup de pays, à un moment donné, les différents niveaux de pouvoir se mettent ensemble et se disent on va construire cette grande infrastructure. Qu'on aime le foot ou pas, je crois que tout le monde est d'accord que d'avoir un stade de sport, de foot en l'occurrence ici, dans une capitale, c'est important. On ne s'est pas mis le schéma le plus simple, je vais le dire, parce que c'est vrai que... Ça aurait quand même été plus simple de rénover le stade Roi-Baudouin, finalement. Écoutez, en tout cas, il fallait de façon l'abattre. Donc le vrai débat, vous savez que, à un moment donné, le vrai débat, c'était qu'il fallait repartir à zéro de toute façon. Repartir comme ça, moi, je ne crois pas que c'était possible, de ce que j'ai étudié, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc on a décidé de le mettre au parking C. C'était un choix qui a été fait par le gouvernement régional. C'est pas la ville qui a choisi de le mettre là, le défendait Scarbeck Formation. Mais à un moment donné, il faut pouvoir ville, région, donc les différentes entités, se mettre autour de la table. Il y a quand même un grand absent dans tout ce débat, c'est l'État fédéral. Parce que ailleurs, regardez en France ce qu'ils ont fait en 2016, ne vaut pas pour faire le ping-pong, mais je dois dire que parfois la ville et un peu la région, on se sent un peu seul, on aimerait être soutenu dans cette manifestation qui va bénéficier à tout le pays. Donc c'est un dossier compliqué, mais c'est notre rôle de relever des défis compliqués. Eh bien, on verra. J'ai quelques questions rapides pour vous, pour tous les deux. Des questions où je vous demande vraiment de répondre rapidement. La première question, je vais commencer par Philippe Claus. Un grand prix de bolides électriques autour du parc Elisabeth au lieu du Heysel, ça aura lieu le 1er juillet prochain. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Écoutez, oui, non. Oui, non. Peut-être. Peut-être. Zoé Genot, une bonne idée? Mais moi, j'ai vu des rallyes en ville, dans les petites villes en province, et c'est vrai que alors tout le monde est ultra excité, a ultra envie de faire vrombir les moteurs. Je ne sais pas si c'est encore vraiment de notre époque. Il y avait du karting à Saint-Josse. Il y avait du karting à Saint-Josse. Les pauvres habitants qui avaient du simple vitrage ne dormaient pas pendant 3 jours. Et c'était les riches qui s'amusaient dans nos rues. C'était insupportable. C'est électrique, ça ne fait pas de bruit et ça ne pollue pas. C'est déjà ça. Alors, deuxième question rapide. Alors, Céline Delforge était la vedette de la semaine. Parce qu'elle a demandé que les hommes arrêtent d'écarter les jambes dans le métro, ce qu'on appelle le manspreading. Alors, Zoé Genot, est-ce que vous souffrez aussi du manspreading quand vous êtes dans le métro? Mais tout d'abord, ce qui est fou, c'est que c'est une photo sur Facebook qui fait que 300 personnes mettent des commentaires et que ça y est, c'est le buzz dans tous les journaux, alors que des fois, vous bossez sur un dossier pendant des siècles. Vous êtes jalouse. Pour dire qu'il y a 7 ans, mon collègue Alain Marron est là avec un dossier qui montre qu'on définance le logement social, il n'y a aucun journaliste qui n'est intéressé. Et donc ça, c'est quand même parfois un peu... Oui, des fois, c'est un peu décourageant. Non, mais au-delà de ça, quand je vois la violence des échanges là-dessus, je me dis qu'on touche à quelque chose. Vous avez, donc on a raison d'en parler. Il y a un vrai problème. Philippe Claus, alors, comment vous faites, vous, quand vous asseyez dans le métro? Je suis debout parce que je suis au téléphone, souvent, je l'avoue, c'est pas bien, donc pour pas déranger mes voisins, c'est rare que je m'asseye, et j'avoue que, donc, du coup, comme il y a eu le buzz, je l'ai regardé, et hier, je rentrais du plateau du Heysel, et j'ai commencé en effet à regarder est-ce que les hommes écartent les jambes ou pas, et voilà, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais voilà. Bon, c'est vrai que l'important, c'est de rester conviviaux et courtois dans le transport en commun. Courtois, vous l'avez dit. C'est la troisième question. Un échevin peut-il refuser un mariage si un des époux refuse de lui serrer la main? C'est ce que Alain Courtois a dit qu'il faisait. Non, je lui ai dit que je pensais que c'était une erreur, mais je vais être très clair. Moi, je pense que je comprends qu'on soit choqué qu'on ne serre pas la main. Ça m'est arrivé pour marier un couple de gens que je connaissais, en plus dont je connaissais le marié. J'ai été choqué quand on ne m'a pas serré la main. Mais à un moment donné, c'est le même rapport qu'on a discuté avant, et je l'ai dit à Alain, que moi, j'étais choqué comme lui quand on ne me serre pas la main. Mais nous, on est là pour faire respecter des lois aussi. Et il n'y a pas dans les empêchements par rapport à un mariage le fait que quelqu'un ne vous serre pas la main. Je sais que de nouveau, ça ne va pas être populaire. Je sais que c'est pas populaire. Mais en fait, quelqu'un d'autre marie le couple de toute façon. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas le mariage. Oui, mais je crois que de nouveau, je sais que ce n'est pas populaire, qu'on a envie d'une société clivée où, soi-disant, les gens... Enfin, cette trumpisation du discours... Le boulot d'un élu, c'est d'abord de faire respecter la loi. Et s'il n'est pas d'accord avec la loi, son boulot, c'est de la changer. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça.
Mais moi, je me rappelle d'une réunion où j'avais été invitée par la communauté juive pour nous remercier du travail qui avait été fait sur la restitution. Et le monsieur, en fait, qui m'accueillait, ne m'a pas serré la main parce qu'il ne serrait pas les mains des dames. Il appartenait à la communauté juive d'Anvers. Et donc, au début, j'étais assez décontenancée. Mais j'ai bien vu il n'y avait pas de volonté de m'ignorer. Il y avait du respect, il y avait de l'accueil. Et donc, si les gens ont des traditions différentes, ils ne voulaient pas me serrer la main, mais il y avait du respect. J'aurais une position différente si la personne, m'ignorait, etc. Là, ce n'était pas le cas. Par contre, je pense qu'il y a un véritable problème quand un échevin ne respecte pas la loi. L'échevin est là en tant qu'officier de l'État public. Il doit absolument être neutre. On demande que l'attitude soit la même et soit égalitaire vis-à-vis de tous les citoyens. Et donc, il peut leur dire « Je vous trouve particulièrement mal élevé de ne pas me serrer la main parce que ici, ça fait partie du consensus et je regrette que vous ne le fassiez pas. » Par contre, ne pas respecter la loi, là, c'est lui qui se place en infraction. Je voudrais quand même préciser, parce que je ne voudrais pas qu'on donne une image, je ne sais pas du tout, mais on parle de 8 cas de trop, je l'ai dit, sur 1250 mariages. Parce que je ne voudrais pas que le buzz soit tout d'un coup qu'on se dise « Tiens, les couples qui viennent à l'hôtel de ville ont l'habitude de ne pas serrer la main. » Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une position où le vivre ensemble n'est pas évident. Pas du tout, mais c'est ce qui commence à sortir un peu partout. Alors, le débat n'est pas là. Je le tiens à le dire. Un petit mot pour terminer de Khalil Zegoueni. Oui, par rapport à ça, moi, je ne suis pas d'accord qu'on enfreigne les règles de la législation en matière de mariage, mais je suis moralement d'accord avec l'attitude qui ne consiste pas à ne pas marier les gens, avec l'attitude, je dirais, la nervosité de M. Courtois. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir légiférer par rapport à ça, par rapport aussi aux personnes qui refusent un médecin pour une femme parce qu'il est de sexe masculin, etc. Il y a un vrai problème. Si on veut vraiment vivre dans cette ville en convivialité et en s'acceptant et en vivant ensemble, il va falloir un jour ouvrir ce débat-là et pas se cacher derrière des œillères. Ok, on va passer au coup de cœur à présent. On va commencer par François. Le coup de cœur de François, je le tiens en main. Vous avez déjà mis votre sapin chez vous Moi, oui. Bon, mais je vais le prendre. C'est pour vous. Voilà, c'est un cadeau, c'est pour vous. Les souriants. C'est la boule. Non, ça n'a rien à voir avec le Parti Socialiste, je le dis tout de suite. C'est la boule donc de Ils vont même récupérer Noël. Oui, c'est incroyable. Je suis obligé parce que vous savez, je dis une anecdote, j'en profite. Vous savez que chaque fois qu'on parle des plaisirs d'hiver, on nous écrit qu'on a appelé ça plaisir d'hiver pour ne plus mettre le mot Noël. Donc j'insiste devant tous vos téléspectateurs, il n'y a aucune volonté de gommer le mot Noël dans plaisir d'hiver. C'est bien un marché de Noël que tous vos téléspectateurs soient rassurés. Ouf, on avait peur. Rapidement, François. Il y a un vrai sapin sur la Grande Place depuis 2-3 François, c'est pour... Bref, c'est la boule de Noël de Viva for Life, évidemment, qui est en vente au prix de 5 €, qui sont versés pour des associations qui s'occupent évidemment beaucoup à Bruxelles de la précarité des enfants. Donc voilà, c'est notre grosse opération de l'année, Viva for Life, toute la semaine. Ça commence aujourd'hui, ce soir. Ils sont enfermés dans le cube ce soir à Charleroi. Donc allez-y, profitez-en. Dès que vous voyez quelqu'un qui est là pour vendre des boules de Noël Viva for Life, achetez-les parce que c'est pour la bonne cause. Faites un don via Internet. Ouais, alors Gabriel Lefebvre, vous vouliez nous parler d'un endroit, Place Flaget. Mais oui, Place Flaget, qui vit, revit et revit sans arrêt. Eh bien, j'ai découvert à la fac d'archi de la Cambre, mais c'est la Cambre, Horta, ULB, c'est devenu très compliqué. Donc, la fac d'archi, à la place Flaget, un tout nouvel auditoire qui est magnifique et un superbe restaurant qui s'appelle L'Architecte, avec une librairie spécialisée dans les livres d'architecture, où j'ai pu découvrir d'ailleurs ce qui n'est pas d'architecture, le vermicelle, le pastafarisme. Ça, c'est mon petit cadeau de Noël, très, très laïque et impertinent. C'est le petit Jésus vert. C'est une religion humoristique. Voilà, ça comme purement humoristique, mais le restaurant est très très bon. Donc voilà, un nouvel espace très convivial, très urbain, pas très cher, c'est accessible même aux étudiants. Et donc, voilà. L'Architecte. Alors aussi, Place Flaget. Oui, dans le quartier. Oui, moi je vais aller voir une expo, on m'a dit qu'elle était extraordinaire, mais le photographe est extraordinaire. C'est Seydou Keita, c'est un photographe malien qui avait un studio à partir de 1948 à Bamako, qui a été découvert dans les années 90. Et en 94, il y avait une exposition à la Fondation Cartier à Paris. Et ce sont les portraits des gens de Bamako qu'il a fait sur leurs plus beaux jours. Et ce sont chaque fois des petits chefs-d'œuvre.
Oui, alors j'en profite pour montrer le livre de Pascal Lemaitre, le dernier, parce que Pascal est illustrateur et il a illustré un livre de textes de Stéphane Hessel. Oui. Voilà. Si on peut voir quelques dessins, je ne sais pas si on les voit. Non, il n'y en a pas là. Ah, oui, on voit du texte. On voit du texte, voilà. C'est pas grave, oui, il faut préparer ça davantage. Merci. Merci. Alors on va terminer avec Khalil Zegouendi. Lui, il voulait nous parler de Zidani. Oui, Zidani, c'est un cas à part. C'est une Bruxelloise. C'est la réussite vraiment de la diversité, puisque son papa est algérien et sa maman est belge. Et les professeurs de religion, donc de protestantisme, dans une école bruxelloise. Je ne sais pas s'il continue avec tout ce qu'elle a comme... Je crois qu'elle n'a plus le temps. Comme travail artistique à pratiquer, enfin, je veux dire, à officier dans les écoles. Mais en tout cas, en plus, c'est une amie. Elle passe le 20 décembre à 20h30 pour la rentrée d'Arlette au Théâtre Saint-Michel. Et je vous invite tous et toutes à aller la voir et l'applaudir. Et alors, moi, j'ai mon coup de cœur, en fait, c'est mon invité de la semaine prochaine. C'est Antoinette Spa, qui a donné des entretiens à Francis Van Hoostein, c'est aux éditions Racine, et elle sera l'invitée de la dernière émission des experts de l'année. Elle sera face à Philippe Moureau, donc ce sera un duo intéressant, qui fera le point sur l'actualité de l'ensemble de l'année. Alors, un petit mot peut-être rapide de nos deux invités, si vous avez un conseil culturel à donner sur quelque chose qui se passe ce week-end à Bruxelles ou à Saint-Josse, allez-y, profitez-en. Ouais, je veux dire, profitez de la ville. Voilà, franchement, on sent qu'avec ce plaisir d'hiver, avec tout ce qui se passe de plaisir d'hiver. Non, pas que de plaisir d'hiver, de la ville en général. Que voilà, Bruxelles est une ville qui bouillonne et il faut profiter. Zoé Genot, pour terminer. Moi, samedi soir, je vais plutôt aller. C'est une série de voisins d'un SDF de la place Howard ont décidé d'organiser un grand souper pour le soutenir et pour l'aider à se remettre en ordre au niveau des papiers. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Très bien. Merci à tous, invités, chroniqueurs, et à la semaine prochaine.